moi, je serais intéressée pour avoir du feedback, c'est-à-dire si, voilà, s'il y a des choses à améliorer pour un prochain workshop, voilà, je suis à votre écoute. On a donc fait un questionnaire auprès de nos adhérents pour collecter un certain nombre d'informations et on va vous livrer les réponses. Donc c'est le même questionnaire que celui qu'Alain dont Alain a présenté des réponses hier, sauf que vous focalisez sur d'autres sujets. Donc c'est toujours effectivement 10% de notre population. Mais je pense que, vu un peu la complexité du workshop, nos patients n'ont peut-être pas tout à fait saisi l'intérêt de leurs réponses, parce que on les a un peu désarçonnés, je pense, par rapport à nos questions. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, les objectifs. Donc évidemment, regrouper les patients, pas si nombreux, c'est une maladie rare. Faciliter les échanges et les partages d'expériences dans un plein dedans, donner aux patients des informations afin de mieux comprendre la maladie et ses traitements. Alors on ne les a pas vraiment invités aujourd'hui, sauf quelques exceptions, parce qu'effectivement il y a du niveau, c'est très intéressant, mais ce n'est pas évident pour nous de suivre tout. Mais par contre, régulièrement on fait des rencontres et les spécialistes viennent avec un langage beaucoup plus simple, expliquer voilà, toutes les nouveautés en matière de traitement notamment. Contribuer à l'effort de recherche, ça c'est quelque chose qu'on développe depuis 1 ou 2 ans et on va continuer de le faire parce que, bon, on l'a vu, c'est fondamental. Voilà, alors on a une cellule qu'on appelle groupe de soutien qui est là pour échanger avec les patients qui nous contactent. Ce qui est important de comprendre, c'est quelqu'un qui contacte l'association. En général, on vient lui mettre un diagnostic Waldenström dont il ne comprend pas le mot. Il ne peut pas en parler autour de lui parce que dans sa famille, personne ne connaît. Son médecin généraliste, il y a peu de chance aussi. Donc, s'ils ont effectivement une association à qui en parler, c'est très important. Donc, on échange beaucoup à l'annonce du diagnostic ou d'un traitement, lorsqu'ils ont des symptômes invalidants. Voilà, toute période, on dirait, de la vie, du parcours du patient, qui peut être longue, parce qu'on vit longtemps avec cette maladie indolente. Donc, il y a beaucoup d'étapes pendant lesquelles, effectivement, on se pose des questions. Donc, le fameux questionnaire, j'en ai parlé. Le petit échantillon, je vous l'avais dit. Ce qui est intéressant quand même, c'est que même si c'est 10%, c'est un échantillon représentatif. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des patients jeunes et moins jeunes, qui se répartissent pour un tiers en surveillance active, dite asymptomatique, en traitement ou en rémission. Donc, finalement, l'échantillonnage est plutôt correct. Alors, ce qu'on voulait savoir, c'est quels étaient les symptômes au moment du diagnostic. On s'aperçoit qu'il y a quand même des découvertes fortuites, c'est pas négligeable, mais le gros du gros, c'est la fatigue et l'anémie, qui peuvent être liées d'ailleurs, plus ou moins accompagnées de sueur nocturne. Donc c'est des choses finalement connues, mais très spécifiques à la Waldenström. La fatigue, c'est quand même... et c'est déroutant pour un certain nombre de praticiens, finalement, d'avoir ce symptôme qui n'est pas discriminant sur eux. Ensuite, on a les neuropathies, bien évidemment, qui arrivent quand même en deuxième position globalement, et de manière beaucoup plus rare, finalement, des choses comme des maladies auto-immunes, des douleurs, des agglutinines, ce genre de choses. Ah oui, il y a un petit graphe que je vous lève. Tiens, c'est la diapositive. Le temps écoulé entre l'apparition des symptômes et l'établissement du diagnostic, ça c'est hyper variable. On voit qu'il y a des patients qui mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'être diagnostiqués. Bon, ça questionne, et c'est pas négligeable, à peu près 15%. L'explication qu'on a, c'est qu'en général, ils ont une deuxième pathologie qui vient masquer finalement Waldenström. Donc, ils ont un autre symptôme, pour lesquels ils sont soignés ou pas forcément, qui peut être chronique aussi. Et le truc, c'est que ces maladies, on va dire, concomitantes, peuvent
accentuer aussi, faire mauvais ménage, on va dire, avec Waldenström. Donc, ça serait bien qu'effectivement, on puisse être diagnostiqué aussi du Waldenström, on va dire plus tôt, parce que ça conditionne peut-être le fait qu'il ne faut pas laisser cette deuxième pathologie prendre le dessus, parce qu'elle peut activer ou déclencher des symptômes sur Waldenström. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les réponses de détail, parce que là, vous ne les avez pas, à ces personnes qui ont un profil particulier. Alors, ce qui est bien, c'est que globalement, quand ils sont diagnostiqués, ben, ils sont bien diagnostiqués, on ne passe pas à côté de la maladie. Voilà. On leur donne rarement un diagnostic qui est faux. Qu'est-ce qu'ils ressentent au moment du diagnostic? Évidemment, sans surprise, c'est de l'inquiétude, de l'incompréhension, mais on voit que ça s'accompagne aussi d'une bonne confiance dans le spécialiste, pas toujours un hémato d'ailleurs, ça peut être un intérêt. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a manqué au moment du diagnostic? Bien sûr, plus de temps avec pour échanger avec le spécialiste, plus d'explications sur les résultats. Mais ce qui ressort principalement, c'est de savoir qu'il y a une association de patients et d'avoir de la littérature adaptée qui repart avec un petit guide pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que cette maladie. Voilà. Et on a posé la question de la deuxième consultation, parce que ça se pratique dans d'autres pathologies. Et là, elles ne sont pas habituées, mais en tout cas, ils n'ont pas répondu oui. Alors, soit qu'ils l'ont eu, mais à ma connaissance, il y en a très peu qui ont bénéficié d'une deuxième consultation d'annonce, soit pour l'instant, ils n'en voient pas encore d'intérêt. Mais on l'avait proposé parce qu'on pensait qu'effectivement, pour des maladies comme ça, un peu complexes, et puis quand on apprend brutalement ce genre de choses, avoir le temps de réfléchir avec de la documentation et revenir poser ces questions dans un deuxième temps, ça pourrait être une bonne solution. Au moment du diagnostic, votre spécialiste vous a-t-il remis de la documentation? La réponse est non. Principalement non, il y a bien un petit peu de oui, mais bon. C'est un trou dans la raquette. Comment ressentez-vous le fait de ne pas être traité? Donc, comme on disait, il y a 3 populations. Ceux-là sont en surveillance active. Bon, apparemment, ils sont confiants. Ils pensent que la maladie, ça va, qu'ils sont bien suivis. Donc, globalement, ils ne sont pas, peu sont inquiets. Vous êtes en traitement, donc quels sont les traitements? Bon, ça, c'est une photo. Elle est quand même intéressante parce que c'est les personnes qui sont actuellement en traitement. Et les personnes qui sont actuellement en traitement, ils ont ibrutinib, ils ont Erdala, ils ont zalucotinib. Voilà, c'est les grands favoris du moment. Et ça, c'est un petit panel des effets secondaires qui n'est pas du tout exhaustif, et que la plupart d'entre vous connaissent déjà, j'imagine, qui sont balayés notamment aux inhibiteurs de BTK, qui sont majoritaires. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement particulier au démarrage de votre traitement? Donc, on s'aperçoit que dans 2 tiers des cas, c'est non. Encore, est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait améliorer, pouvoir mieux accompagner les patients en démarrage de traitement, surtout pour des traitements, je pense à domicile. Quand c'est un milieu hospitalier, ils sont forcément accompagnés, mais à domicile, c'est peut-être plus compliqué. Ça, c'est pour ceux qui sont en rémission, je ne sais pas si c'est le terme approprié. Là, on voit que la répartition du traitement est différente, mais quasiment que dans de la chimiothérapie. Et ça, c'est des personnes qui ont été traitées il y a quelques années. Donc ça change forcément la donne en termes de suivi et de ressenti. Comment envisagez-vous la nécessité d'une reprise de traitement? Donc là, on est effectivement sur des personnes qui ont déjà eu un traitement. Bon, ils sont inquiets quand même, majoritairement. Quelques-uns préfèrent ne pas y penser, d'autres sont inquiets de revivre les mêmes difficultés, et on a quand même quelques-uns qui sont confiants qu'on compte sur nous, on aura de nouveaux traitements disponibles bientôt. Et en conclusion,
conclusion, leurs attentes, donc échanger plus longuement lors de l'annonce du diagnostic, bénéficier d'un appui extérieur, ça c'est important, on recommande toujours d'être accompagné par une consultation, parce que l'on prie court par l'émotion, et donc pouvoir en parler avec quelqu'un d'extérieur, un aidant, une association. Limiter les errances médicales, on en a parlé, probablement c'est pour des valves qui ont des symptômes plus atypiques. Un accompagnement adapté selon la situation de la personne, oui, ça c'est... Voilà. Et un traitement limité dans le temps avec peu d'effets indésirables, on en a parlé hier pour le choix des médicaments.